Yaorana, je suis ravie de vous retrouver pour vos éditions de la semaine. Voici les titres que nous allons développer ce soir. La gestion de la crise sanitaire décortiquée par une commission d'enquête à l'Assemblée. 13 élus se sont penchés durant plusieurs mois sur tous les aspects de la Covid au Fénois. Ils ont notamment analysé nos forces et faiblesses. Objectif, faire mieux en cas de nouvelle crise. Nous aborderons ce sujet en détail avec la vice-présidente de la commission d'enquête, Nicole Sanquer, et l'invité de ce journal. Leur saison repart de plus belle. Les bateaux de croisière font leur grand retour. C'est le cas à Rayatea où une cinquantaine sont attendus les 6 prochains mois. Le premier est arrivé ce week-end. Un regain d'activité pour l'ensemble des prestataires de l'île sacrée. Nous les avons rencontrés. Focus ensuite sur deux jeunes espoirs de la boxe polynésienne. Maohi et Nisrine enchaînent les entraînements en vue de grandes compétitions de haut niveau. Rigueur et détermination font partie de leur quotidien. Vous verrez leur portrait à la fin de ce journal. La gestion de la crise Covid passée au crible par une commission d'enquête à l'Assemblée. Du système de santé à la vaccination, en passant par l'action de l'État, du pays et des communes, le rapport permet de mettre en lumière les forces et faiblesses du pays. Les explications dans ce reportage de Thomas Chabrol et Davidson Bennett. Des infrastructures limitées, une population en mauvaise santé, un manque d'effectifs ou encore un enchevêtrement de compétences État, pays, communes. Le rapport de 300 pages énumère les nombreuses défaillances du système politique, économique et sanitaire face à la pandémie. Il y a des choix qui ont dû être faits par le gouvernement de l'époque parce qu'effectivement la question ça a toujours été de trouver le juste équilibre entre l'aspect économique et l'aspect sanitaire et de ne pas sacrifier l'un au profit de l'autre ou privilégier l'un au profit de l'autre. 169 personnes centrales dans la gestion de la crise ont été auditionnées. La commission d'enquête a également recueilli des témoignages de la société civile. Au fil des entretiens, elle a mis en exergue la défiance d'une partie de la population face aux vaccins et aux mesures de restriction. Dans cette période sombre, la gestion des décès reste un traumatisme. 778 personnes ont perdu la vie. On s'est retrouvé en face de personnes qui étaient vraiment dans le feu de l'action pendant la crise et qui ont encore versé des larmes. On a reçu les pompes funèbres qui sont venus nous dire à quel point ils ont été submergés par ces décès. Et même si c'est leur métier, ils ne se sont jamais habitués à avoir autant de dizaines de corps par jour. Et à un moment donné, ça devenait tellement pesant qu'ils en faisaient des cauchemars, que justement ils étaient touchés au plus profond. Mais le tableau n'est pas tout noir dans ce rapport. Le pays est invité à prévenir plutôt que guérir. Clarifier la répartition des compétences, augmenter le nombre de lits, sensibiliser et promouvoir une vie saine. 49 recommandations ont été émises. Stratégiquement, ce qu'on va faire, on va mettre en place une commission de travail, voir avec le gouvernement et notamment avec le ministre de la Santé comment on peut travailler sur les recommandations pour que vraiment il ait du sens et qu'il y ait un suivi derrière. Dépendant de l'extérieur, la Polynésie a montré ses limites face à cette crise inédite. La future commission devra aussi réfléchir à un modèle économique plus autonome. Et c'est avec la vice-présidente de la commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire que nous allons davantage nous pencher sur ce rapport. Et Nicole Sanquer et Yaorana. Bonsoir Rima et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Alors il y a deux points forts dans cette commission d'enquête, ce sont les auditions et la consultation citoyenne. Comment ça s'est passé et quelle a été leur utilité ? C'est vrai que nous avons voulu entendre un large public et pour ce faire, nous avons mis en place des auditions, donc auditions des décideurs, des pouvoirs publics, des organisations, des associations, mais nous avons voulu aussi aller au cœur de la population en lançant ces deux consultations citoyennes sur deux sujets majeurs qui ont fait couler de l'encre et qui ont beaucoup affecté la population, donc la gestion de la vaccination et la gestion des décès. Et nous sommes quand même assez satisfaits puisque nous avons pu recueillir plus de 700 réponses à nos questions, mais aujourd'hui, c'est le ressenti, si vous voulez, des problèmes qu'ils ont vécus pendant cette crise sanitaire.
Vous l'avez dit, un des points qui est ressorti lors de ces échanges, c'est la vaccination qui a eu un impact considérable sur notre société. Je pense à une division de la population, à de nombreuses polémiques. Avez-vous trouvé comment faire mieux la prochaine fois? Non, enfin, faire mieux, ça a été en fin de compte notre objectif et c'est pourquoi la Commission a quand même rendu 49 préconisations pour faire mieux. Ensuite, il est clair qu'au sujet de la vaccination, par exemple, comme on dit, il y a eu deux points de vue. Ceux qui ont vu une vaccination de l'espoir, c'est-à-dire ceux qui voulaient se protéger et ceux qui avaient émis des réserves sur la vaccination. Mais le point réellement qui a divisé la population, c'est l'instauration de l'obligation. Donc ça fait partie un peu des points à ne plus refaire finalement, et plutôt d'opter vers plus de prévention et aussi des médecines alternatives et surtout alerter les décideurs sur ces nouveaux vaccins dont finalement on ne connaît pas les effets secondaires à plus long terme. Autre point que la Commission a mis en exergue, c'est l'enchevêtrement des compétences de l'État et du pays. Selon vous, il faut clarifier la situation, notamment en passant par une modification de la loi organique. Concrètement, comment cela va-t-il se traduire? Oui, tout à fait. Nous voulons engager des discussions aussi bien avec le gouvernement qu'avec l'État, mais aussi nos parlementaires, pour faire une clarification des compétences au niveau de notre loi statutaire. Parce qu'on le sait très bien, il y a eu des décisions prises par le gouvernement, des décisions prises par l'État, et à chaque fois, cette question qui avait la compétence a pu ralentir finalement la prise de décision, mais a aussi conduit à des décisions inadaptées à la Polynésie française. On a eu ce ressenti que l'État à Paris décidait sans réellement tenir compte du contexte de la pandémie en Polynésie française, et on en a parlé, c'est le fait de confiner les îles alors que les aéroports étaient fermés, d'empêcher la population d'aller au Faapu ou d'aller pêcher, ce sont des remarques que nous ont dit les Tavana, est très difficile à gérer. Donc il est clair qu'aujourd'hui nous voulons vraiment clarifier les compétences de chacun, parce que derrière aussi il y a un coût. Il y a eu un coût qui a été porté par la Polynésie française, mais en regardant finalement les rendus du Conseil d'État ou bien même du Conseil constitutionnel, la santé est de compétence du pays, mais en cas de crise majeure, l'État doit en porter aussi les dépenses. Et justement, il y a un deuxième manque de clarté, c'est qui doit payer quoi entre l'État et le pays. C'est en partie pour cela qu'un fonds de secours va être créé. C'est pour mieux gérer nos dépenses, mieux s'organiser dans tout cela. Oui, il est clair qu'au niveau des dépenses, puisque au niveau financier et budgétaire, la Polynésie sera impactée sur un long terme par rapport à cette crise Covid. Et on a choisi de la création d'un fonds, parce qu'il faut savoir qu'au niveau d'un fonds, tout est beaucoup plus transparent, que ce soit les recettes ou les dépenses, tout est bien fléché à l'intérieur. Et une fois que la crise est passée, on fait une évaluation des coûts et on peut engager une discussion pour savoir qui paye la note à la fin. Et nous voulons encourager le gouvernement aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, à engager ce type de discussion avec l'État, parce qu'on voit bien que la Polynésie, c'est vrai, on dit merci à l'État puisqu'elle nous a aidés sur certains points, elle a aidé nos entreprises polynésiennes, mais au niveau du gouvernement, nous avons eu deux prêts qui vont peser aujourd'hui sur la situation financière de notre FENUA. On revient sur le rapport. 49 recommandations et préconisations ont été donc retenues par la commission d'enquête. Quelle est la suite? Quelle est la prochaine étape? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même remercier tous les membres de la commission d'enquête, que ce soit la première ou la deuxième, mais aussi remercier toutes les personnes qui ont répondu à l'invitation de la commission d'enquête. Donc, l'intérêt, en tous les cas, des membres, c'est de pouvoir rencontrer tous les acteurs qui ont participé à cette crise. Il y a une commission de suivi qui va être mise en place pour que nos recommandations, parce que vous verrez dans les 49 recommandations, il y a surtout des préconisations pour anticiper une crise majeure. Il y a des travaux à effectuer
là, maintenant, en 2024, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la prochaine crise va venir, et je pense notamment à nos établissements de santé, où il y a des mises aux normes à faire, des travaux à faire, mais il y a aussi une coordination, trouver les bons interlocuteurs pour faire la bonne communication, et puis ne pas lâcher toutes ces mesures de prévention par rapport à notre population. Il y a énormément de mesures d'anticipation que nous préconisons et que nous souhaitons voir mettre en application par le gouvernement. Et cette commission du suivi, du coup, elle sera mise en place dans quelques semaines, dans quelques mois? On a une idée déjà ou Alors, c'est dans les textes de l'Assemblée. Normalement, c'est réglementaire. Une fois qu'on a fait une commission d'enquête, une commission de suivi est mise en place l'année qui suit le rendu de la commission d'enquête, et on demande aux membres de bien vouloir mettre une stratégie, de mettre un plan de travail pour pouvoir communiquer sur les recommandations, mais surtout travailler sur un plan stratégique en cas de future crise. Eh bien, merci beaucoup Nicole Sanker pour tous ces éléments. C'est moi qui vous remercie. Et dans l'actualité judiciaire, 7 personnes ont été jugées cet après-midi pour avoir traqué, enlevé, séquestré et frappé une personne qui avait cambriolé un tattoo shop. Les faits s'étaient déroulés le 22 octobre 2023 à Mahina. Une vidéo de 36 minutes a été diffusée sur les réseaux sociaux. Le procureur de la République a requis des peines allant de 117 heures de travaux d'intérêt général à 6 mois de prison ferme. Le procès est toujours en cours. Vous pouvez retrouver plus de détails à ce sujet sur notre site TNTV News. Tout autre chose à présent, on va parler du grand retour des bateaux de croisière à Rayatea. Après plusieurs mois de calme, c'est le Nautica qui ouvre le bal avec près de 700 passagers. Une aubaine pour les prestataires de l'île. Ronnie Moufat est allé à leur rencontre. Regardez. Avec 687 passagers à son bord, le Nautica ouvre le bal des escales à Uturua, près d'une cinquantaine en prévision, rien qu'au cours des 6 premiers mois du calendrier, un regain d'activité non négligeable pour Rayatea et Taha. Les premiers à ressentir les effets bénéfiques de cette reprise sont les sociétés d'excursion lagonaire. Exactement, donc c'est le premier bateau et on est tous contents de l'avoir avec nous. Et ça va pousser un peu l'économie des îles. C'était pas évident pendant les plus tendus, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on va aller de l'avant, comme on dit. Bonne reprise d'activité, ouais. Là, ça fait... Enfin, comme pendant les basses saisons, il n'y a pas beaucoup de gens. Du coup, il y a pas mal de pertes, en vrai. Ça fait du bien, ouais, au porte-monnaie. Ça fait du bien, quand même, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas un bateau de croisière de plus de 300 passagers. Et on nous annonce aussi qu'il y aura pas mal de bateaux de croisière qui vont arriver dans tout le pays. Donc nous, on est plutôt... on a hâte en fait que ça arrive. Les eaux cristallines de Rayatea redeviennent le terrain de jeu privilégié des visiteurs avides de découvertes sous-marines. Pareil pour les excursions en 4x4. Bob, lui, préfère une expérience plus adaptée à son âge et le bus répond parfaitement à ses attentes. Yeah, we're more of we like to see everything in one day. Oui, je suis plus du genre à vouloir tout faire en un jour et le bus est parfait pour ça. Et puis vous savez, j'ai 70 ans, je n'ai pas envie de me faire balloter dans tous les sens. Là, je peux marcher jusqu'à la plage et revenir, je vois beaucoup plus de choses. Même les moins téméraires trouveront leur bonheur le long des quais, les kiosques à souvenirs, le marché de Uturua et les forêts artisanales à proximité sont des lieux prisés des visiteurs. Après Rayatea, le Nautica, parti depuis Dubaï il y a 57 jours, clôturera sa croisière à Tahiti. Et je vous emmène à la presqu'île où une opération de sauvetage peu ordinaire a été réalisée. Durant 3 jours, poissons et anguilles ont été capturés pour être relâchés dans d'autres cours d'eau. Objectif, préserver ces espèces des travaux qui auront prochainement lieu sur la zone. Davidson Bennett a assisté à l'opération. Opération de sauvetage environnemental dans la zone de Faratea à Taravao qui accueillera la future zone biomarine. Sous la houlette de Fenua Environnement qui a loué les services d'un prestataire, IQ Pacifique, des poissons, des gobies rares et des anguilles ont été récupérés dans les ruisseaux pour être déplacés vers un cours d'eau à l'abri des travaux. C'est une des mesures, on va dire, associées à l'environnement qui consiste à déplacer les poissons dans un milieu qui ne sera pas impacté par les travaux. On va les déplacer à l'extérieur de la zone de chantier sur un milieu, on va dire, assez similaire, c'est-à-dire
un canal qui ne sera pas impacté par les travaux et qui présente, on va dire, les mêmes caractéristiques, à savoir très peu de courant ontologie. Parce que là, on est en présence d'espèces de type notamment des anguilles obscura, qui sont vraiment inféodées à ce type de milieu, c'est-à-dire des milieux très lents, de plaine, c'est ce qu'on appelle des zones humides. Et du coup, on est obligé de les remettre dans le même type de milieu pour qu'elles puissent continuer leur croissance. Le procédé électrique que Ichtio-Pacific utilise leur permet de collecter des espèces de poissons et autres crustacés sans les tuer ni les blesser. Donc la pêche électrique, c'est une méthode de capture comme il en existe beaucoup en hydrobiologie. Donc elle consiste à mobiliser les muscles des poissons d'une certaine manière, à les immobiliser le plus possible pour qu'on puisse les capturer à l'épuisette le plus facilement. Le but du jeu là, c'est de les transporter vivantes et de les déplacer dans un milieu pour qu'elles puissent continuer leur croissance et participer plus tard à la reproduction. Une autre technique de pêche est également utilisée, la pose de pièges à poissons. 3 jours auront été nécessaires pour effectuer cette transplantation de poissons pour la sauvegarde de certaines espèces endémiques de la Polynésie. Et on ouvre une page sportive. À présent, vous allez faire la rencontre de 2 jeunes boxeurs qui se préparent pour participer à des compétitions de haut niveau. Nisrine et Maori mettent toutes les chances de leur côté pour réussir. Voyez ce portrait croisé, il est signé Ronnie Moufat. Dès 5 h du matin, Nisrine arpente les routes, foulant le bitume avec la conviction d'une championne en devenir. Ces journées débutent par un footing de 6 km, préambule à une série d'exercices de combat qui définissent son quotidien. Ah bah oui, c'est sûr, il faut s'entraîner dur. Hein. C'est pas rester à la maison qu'on a une chose, c'est devenir champion. C'est beaucoup de sacrifices aussi. Je suis en terminale aussi, du coup j'ai aussi l'école, il faut gérer le sport et l'école. Avec 2 entraînements par jour, c'est compliqué. Le suivi hygiène de vie, tout ce qui est alimentation, veiller à ce qu'elle se couche de bonne heure, etc. Donc c'est vraiment un sacrifice. Mais bien sûr, c'est une fierté aussi. Crochet, hypercute, direct pendant 2 heures, elle enchaîne les combinaisons, affinant sa technique en vue des championnats de France junior sous les précieux conseils de son coach. Dans les boxeurs, il faut beaucoup de cardio, mental, de souffle. Oui. Après, on travaille aussi la technique tactique. Ouais, c'est important. Avec le mental tout dedans, c'est important. En 3 ans, la boxeuse s'est forgée une réputation de battante et son palmarès en témoigne. Championne du tournoi international de Nouvelle-Calédonie et élue meilleure boxeuse du tournoi en 2022, championne de Polynésie puis championne d'Océanie en 2023. Ses études à distance de son club, mais pas de ses objectifs. En Nouvelle-Zélande, elle décroche le titre de championne de l'île du Sud et la Tahitienne vient tout juste d'être élue meilleure boxeuse de Woolston Boxing Club de Christchurch. Cette passion, elle la partage actuellement avec Maori Mwe. Lui se prépare pour une compétition aux États-Unis. Ouais, c'est une grande préparation. Ça fait 3 mois maintenant que je travaille dur. Voilà. Et heureusement aussi à la famille pas derrière. Cette préparation est primordiale parce qu'en face, ses adversaires sont redoutables et pour l'aider au mieux, je lui apporte aussi mon soutien. Un travail mutuel qui unit les 2 pugilistes dans la recherche de l'excellence sportive. Tous 2 espèrent décrocher une médaille pour le Fénois. À l'occasion de la journée mondiale du sport féminin qui approche à grands pas, l'association TSC Concept a organisé une matinée d'initiation gratuite à la musculation pour les dames, l'occasion de sortir des clichés et d'apprendre à s'exercer. Le reportage d'Oriane Otefo. En contrôle, hein. Pour la plupart, elles n'ont jamais fait de musculation de leur vie et c'est justement le but de cette matinée, sortir des clichés de femmes métamorphosées en athlètes hyper musclées. Souvent les femmes confondent la musculation et le bodybuilding et souvent par rapport à l'image qu'on se fait, les femmes ont peur d'avoir des gros muscles comme les hommes alors que ce n'est pas du tout vrai et surtout pas possible si on ne fait que de la musculation. Donc le but aujourd'hui c'est de montrer aux femmes qu'on peut faire de la musculation que pour se faire du bien, avoir une meilleure posture, meilleure tonicité et justement se faire du bien au corps et aussi à la tête. Et le concept fonctionne. Plus d'une 40aine de femmes se sont essayées aux différentes machines. Plusieurs d'entre elles se sont même trouvées de nouveaux muscles. Ouais, se sont bien réveillées ce matin. C'est top, ça fait du bien. Ça fait du bien au corps, c'est tout. Les membres de l'association et certaines athlètes bien connues au Fénois n'ont pas hésité à accompagner ces novices de la musculation.
de quoi rendre la séance plus conviviale. Et on reste devant, on va derrière. Là, c'est un bon sport, ça permet aussi de gagner confiance en soi, d'être bien, de se sentir bien. Donc c'est pas que pour les compétiteurs. C'est dur de se lancer dans le sport en général quand on est une femme, on va dire, avec des enfants à charge et tout ça. Mais c'est possible. C'est possible et on est là, on est ouvert pour les femmes. Moi je suis ravie d'avoir déjà connu cette salle-là, d'être venue. Il y a une super ambiance ici. Faut pas hésiter les femmes, on est là. Une fois lancées, les apprentis prennent confiance en elles et s'attaquent à des exercices qu'elles appréhendaient. Mais carrément, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et finalement, c'est génial. Les sourires se sont affichés toute la matinée. Certaines l'ont même promis, elles seront de retour cette semaine pour prendre soin de leur corps. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre soirée sur TNTV se poursuit avec le magazine To'u Whenua To'u Ora. Plus tard, Enquête exclusive s'intéressera à la vente d'armes en France. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous dis à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.